Nous avons vu que pour regrouper les espèces entre elles, il y avait plusieurs méthodes. La première que nous avons abordée est celle de ranger. Nous avons établi le fait que cette méthode n'était pas efficace, puisqu'elle ne reposait que sur l'existence que d'un seul critère. Donc cette méthode existe, elle a été utilisée par le passé, mais aujourd'hui on ne l'utilise plus. Deuxième méthode, elle consiste à trier les espèces en fonction des caractères. Ils possèdent ou ne possèdent pas les caractères, et ça permet, grâce à un outil qu'on appelle la clé de détermination, de pouvoir identifier les espèces que nous avons face à nous. Troisième et dernière méthode, celle que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la méthode de classer. Alors, comment faire pour classer les espèces ? Avant de démarrer, j'aimerais prendre un petit moment pour éviter certaines erreurs que les élèves ont l'habitude de faire. Premièrement, classer ne veut pas dire faire un classement. Ça voudrait dire qu'une espèce est avant une autre, un peu comme un classement dans une compétition sportive. Il n'y a pas d'espèce qui arrive en premier, d'espèce en deuxième, etc. Donc, classer ne veut pas dire faire un classement. Deuxième erreur que beaucoup d'élèves font, c'est que certains veulent regrouper les espèces et les classer en fonction de leur lieu de vie. Ça voudrait dire par exemple mettre tous les êtres vivants qui vivent dans l'eau d'un côté, ceux qui vivent sur Terre de l'autre côté, ceux qui vivent dans les airs de l'autre côté, et ainsi de suite. Cette méthode n'est pas efficace puisque certaines espèces peuvent vivre dans plusieurs milieux de vie différents, comme par exemple les grenouilles qui peuvent aussi bien vivre dans l'eau que sur Terre. D'autres élèves font l'erreur de vouloir les regrouper en fonction de leur mode de déplacement. Eh bien, là encore, c'est une erreur qu'il faut éviter, puisque certaines espèces peuvent avoir plusieurs modes de déplacement. De la même façon, on ne peut pas regrouper les espèces en fonction de leur régime alimentaire, même si on pourrait le faire une fois que la classification est terminée, celle que nous allons aborder tout à l'heure. Donc, ici, ce sont des méthodes qu'il faut absolument éviter. Finalement, regrouper des espèces en les classant, ça veut simplement dire qu'on va s'intéresser à leurs critères de ressemblance, aux caractères qu'ils possèdent en commun. Et quand plusieurs espèces possèdent plusieurs caractères en commun, eh bien ces caractères vont être ce que l'on appelle des attributs. Alors, première étape pour classer, ici, nous avons une liste de 16 animaux que l'on peut rencontrer dans un potager ou dans un environnement proche de chez nous. Eh bien, ici, quand on se retrouve face à ces animaux, eh bien, il va falloir trouver une méthode pour les regrouper. La seule méthode donc que nous avons vue pour classer les espèces, pour établir ce que l'on appelle la classification, est de s'intéresser à leurs caractères. Première étape, au préalable, eh bien, on va ici regrouper donc tous les êtres vivants dont on a parlé, les 16 espèces dont on a parlé, et on va ici recenser tous les caractères que nous avons vus dans le premier cours, tous les caractères qui vont permettre de décrire l'être vivant. J'ai fait ici pour l'homme, ici, simplement, on va cocher la case quand l'être vivant possède ou pas le caractère. Nous allons remplir la colonne du mulot. Pour le mulot, on voit bien qu'il y a une bouche, on met une croix dans la case de la bouche. Il a des yeux, il a un squelette intérieur, il n'a pas de squelette extérieur, donc je ne mets pas de croix ici. Il n'a pas de corps annelé, je ne mets pas de croix. Par contre, on voit bien qu'il a des poils, mais aussi des mamelles, c'est ce qui va permettre de nourrir le bébé du mulot quand il naîtra. Et il a effectivement 4 membres. On voit bien qu'il n'y a pas tous les autres caractères ici. Donc nous avons rempli la colonne du mulot ici. De la même façon, pour la deuxième colonne, pour le pigeon, on voit bien qu'il y a une bouche. Bon, ici on appelle ça un bec, il a des yeux, un squelette intérieur, il n'a pas de squelette extérieur, pas de corps annelé, il n'a pas de poils par contre, il n'a pas de mamelles, par contre il a des plumes. Et donc on va cocher ici la case des plumes. Et dernier attribut qu'il possède, ce sont des membres. Donc si on fait ça pour les 16 animaux que je vous ai proposés, voici le tableau rempli avec tous les attributs qui ont été cochés pour chaque animal. Deuxième étape, à présent, on va remarquer ici que certains attributs sont partagés par beaucoup d'êtres vivants. Exemple, la bouche ou le bec ainsi que les yeux sont présents chez tous les animaux ici. Eh bien, ça va permettre de faire une grande boîte, on appelle ça des boîtes ou des ensembles emboîtés, et on va construire donc une grande boîte que l'on va appeler bouche et yeux ou yeux et bouche.
parmi tous les animaux qui ont des yeux et une bouche, on se rend compte ici que certains, 6 précisément, ont un squelette intérieur. Eh bien, ici, dans la boîte des yeux et bouche, on va construire une boîte un peu plus petite, c'est ce qu'on appelle encore une fois un ensemble emboîté, que l'on va nommer squelette intérieur. De la même façon, on voit que dans tous les animaux qui ont des yeux et une bouche, il y en a 5 qui possèdent un squelette extérieur. Et bien donc dans la grande boîte yeux et bouche, on va pouvoir construire une autre boîte squelette extérieur. On voit ici que dans tous les animaux qui ont des yeux et une bouche, certains ont un corps annelé, ici. On ne peut pas la mettre dans le squelette intérieur puisqu'ils n'en ont pas, on ne peut pas la mettre dans le squelette extérieur puisqu'ils n'en ont pas. Par contre, elle rentre bien dans la boîte des yeux et une bouche. On construit donc une troisième grande boîte corps annelé. On va s'intéresser à présent à tous ceux qui ont un squelette intérieur. On voit bien qu'il y en a certains qui ont ici 4 membres, donc on va construire cette boîte 4 membres. Et dans la boîte 4 membres, eh bien certains ont ici des poils ou des mamelles. Donc on construit une boîte poils et mamelles. D'autres ont par contre des plumes. Donc on construit une boîte plumes dans la boîte 4 membres. On voit bien aussi que certains ont 4 doigts aux mains. Eh bien, on va construire une boîte ici dans la boîte 4 membres, puisqu'ils en ont bien 4. Boîte et main, 4 doigts par main. Et parmi ceux qui ont 4 doigts par main, on voit bien qu'il y a une différence, puisque certains ont une peau lisse et humide. On construit donc la boîte peau lisse et humide, alors que d'autres ont une peau sèche. Parmi maintenant tous ceux qui ont un squelette extérieur, eh bien, on voit bien qu'il y en a 4 qui ont 6 pattes articulées, alors qu'un seul, ici, possède 8 pattes articulées. Enfin, les derniers qui nous restent correspondent aux, ici, animaux qui ont une coquille et ou des tentacules. Eh bien, ici, ils ont un corps mou avec coquille ou tentacules. Nous venons donc de construire ici, nous venons donc de construire ici ce que l'on appelle des ensembles emboîtés. Les ensembles emboîtés correspondent à des ensembles qui possèdent... Les ensembles emboîtés fonctionnent un petit peu comme les poupées russes, c'est-à-dire qu'on va commencer par construire donc une grande boîte, et à l'intérieur, on construira des boîtes de plus en plus petites en fonction des caractères partagés par les animaux. Voici ce que cela donne quand on le fait correctement. On peut mettre des couleurs pour pouvoir distinguer davantage les boîtes. Et il suffit ensuite de remplir le nom des animaux que nous avions au départ. Alors, effectivement, on pourrait parler de la boîte des yeux et une bouche, mais finalement, les scientifiques ont donné des noms à ces boîtes. Certains noms, vous les connaissez parfaitement, puis d'autres, vous devrez les apprendre. Tous les êtres vivants qui possèdent des yeux et une bouche sont aussi appelés des animaux. Ceux qui possèdent un squelette intérieur sont des vertébrés, ceux qui ont 4 membres sont des tétrapodes, des poils ou des mamelles sont appelés des mammifères, ceux qui possèdent des plumes sont des oiseaux. Ceux qui ont 4 doigts par main sont ce qu'on appelle des amphibiens. Ceux qui ont un corps annelé sont ce qu'on appelle des annélides. On ne donne pas de nom à ceux qui possèdent un squelette extérieur. Par contre, quand ils ont des pattes articulées, on va appeler ça des arthropodes. Tous ceux qui ont ainsi 6 pattes seront appelés des insectes, alors que ceux qui en ont 8 seront des arachnides. Tous ceux qui ont un corps mou sont appelés des mollusques, et ceux qui ont une coquille, qu'elle soit visible ou cachée, seront appelés des gastéropodes. Voici donc la classification en ensemble emboîté, et cela va nous permettre de pouvoir définir certains animaux. Ainsi, on voit bien que l'homme est dans la boîte mammifère. Il s'agit donc d'un mammifère, tétrapode, vertébré, animal. On peut le construire aussi à l'inverse. L'homme est un animal, vertébré, tétrapode, faisant partie du groupe des mammifères. Alors, cette classification a un intérêt très important puisque ça va nous permettre de pouvoir classer tous les êtres vivants. Et vous êtes bien d'accord avec moi, ici, tous les êtres vivants présents sur Terre ne sont pas présents là-dessus. Exemple, nous n'avons pas parlé des poissons. Voici une carpe. Une carpe, ici, possède bien des yeux et une bouche, donc il sera bien dans la boîte des animaux. Est-ce qu'il possède un squelette intérieur? Oui, il possède un squelette intérieur. Voici un squelette de la carpe. C'est donc un vertébré. Par contre, est-ce qu'il a 4 membres? Eh bien, non, il n'a pas 4 membres, donc il est bien dans la boîte des vertébrés. Et donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est raccourcir la boîte des tétrapodes pour pouvoir rajouter une boîte ici.
et cette boîte s'appellera les poissons actinoptérygiens, ce qui veut dire que les nageoires sont rayonnées, c'est le nom que l'on donne à ces animaux. Cela va nous permettre donc de pouvoir classer dans ces ensembles emboîtés tous les animaux présents sur Terre actuellement ou alors qui ont disparu. Et quand on complète ceci, voilà ce que ça donne. J'ai rajouté ici la boîte par exemple de tous ceux qui ont 10 pattes, ce que l'on appelle les crustacés comme les crabes, les crevettes, etc. Et ici, dans la boîte des mollusques, on a rajouté également la boîte des bivalves comme les huîtres, les moules, parce qu'ils ont une coquille qui... Cette classification en ensemble emboîté a l'intérêt finalement de pouvoir classer tous les êtres vivants qui sont actuellement présents sur Terre ou qui ont disparu simplement en fonction de leur description et des attributs qu'ils possèdent. Nous pouvons continuer cela à l'infini puisqu'il suffit à chaque fois, là par exemple pour l'homme et le mulot, on voit bien que ce sont des mammifères. Ici, il suffit simplement de trouver un caractère que l'homme possède et que le mulot ne possède pas, ou inversement. Et par exemple, le mulot possède une queue, l'homme n'en a pas. Eh bien, on pourrait à nouveau les séparer ici avec des boîtes de plus en plus petites. Donc cette classification en ensemble emboîté est celle qui est reconnue actuellement par les scientifiques, c'est celle que vous devrez apprendre à établir, non pas apprendre par cœur, mais il faudra connaître le nom des grandes boîtes ici, des grands ensembles. Certains vous les connaissez déjà, et puis d'autres il faudra les apprendre petit à petit, et nous allons enrichir cette classification tout au long de votre scolarité au collège. Nous pouvons faire exactement la même chose avec une classification en ensemble emboîté pour les végétaux verts ici, en construisant des boîtes finalement en fonction des caractères que les végétaux possèdent.